I have a package for you. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast favori, le 7ème. Je suis accompagné de Thomas Moreski. Salut. Brio Waterman. Bonjour. Yann Vital. Salut. Candice Adam. Bonjour. Je m'appelle Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommandé. Alors, avant la chronique du jour, comme d'habitude, on va faire nos petites actus. Yann, quelle est ton actu ? Oui, alors moi je vais vous parler de The Last of Us, donc on en avait déjà parlé les dernières semaines, donc il est enfin arrivé sur Amazon Prime à 3h du matin ce lundi. Donc on en avait parlé il y a 2 semaines car on n'avait plus de diffuseur en France pour cette série, étant donné que HBO et OCS avaient arrêté de collaborer. Mais c'était sans compter sur nos amis de Amazon qui nous sauvent la mise. Donc en gros, nouveau deal entre HBO et Amazon, et qui d'ailleurs bientôt apparaîtra du coup le pass Warner sur Amazon, qui du coup serait un supplément à payer pour avoir accès au catalogue HBO, mais aussi à d'autres plusieurs plateformes américaines en gros. Donc à voir si c'est plus intéressant ou non que de se payer un VPN et aller taper dans les dans les catalogues des voilà. Connaissez-vous NordVPN? C'est le moment du placement de produit. Donc il commence à y en avoir là des plateformes pour regarder. Hein. Ouais, ça commence à Ouais. exactement. Ouais, ça donc commence à douiller. c'est pas plus mal d'essayer de tout rassembler sous la même coupe, quoi. Mais bon, donc pour l'instant en tout cas, pas de supplément à payer pour regarder le pilote de The Last of Us et la suite de la série. Mais donc ce petit pilote qui est sorti lundi, c'est un épisode 1 d'1h20 qui est magnifique et qui annonce une série incroyable. Donc on a des acteurs au top avec notamment un petit Pedro Pascal. Alors lui, Incroyable. il est sur une lancée, tout ce qu'il Il fait, est c'est fou. vraiment bien. Ouais. Bah ouais, il est dingue, c'est un cachet. Quand tu sais qu'il y a Pedro Pascal, t'as envie de regarder. Ouais. Une réalisation au top, et un scénario au top. Enfin, foncez voir ce petit poulet, c'est le meilleur moyen de commencer Ce petit 2023. Poulet. Ce petit poulet, ouais. C'est le petit mignon, poulet. ça, C'est dis un donc. adjectif qui n'existe pas pour désigner une bonne série ou un bon film. Oui. Maintenant, il existe sur Twitter, cet adjectif. Ah bon, c'est D'accord. vrai. Eh oui, on D'accord. parle d'un poulet pour une bonne petite pièce, tu vois. D'accord. Ok, mais c'est là que je sais Nous que sommes tous quoi. des boomers autour Eh de bien, cette table. on vous sauf invite Yann. à manger une cuisse donc de l'épisode 1 de Last of Us. Non, foncez, franchement, c'est de la Ah, il est vraiment bien. Thomas. Oui, moi je vais vous parler encore de Pedro Pascal, par ailleurs. Je vais vous parler de la saison 3 de The Mandalorian. La Ouh. bande-annonce est arrivée, est sortie là, il y a pas longtemps. Une nouvelle bande-annonce, ça sort le 1er mars. Et dès la première bande-annonce, je m'étais dit, tiens, c'est marrant. C'est comme si on avait loupé un épisode. Sur cette deuxième bande-annonce, je me suis dit, non, il y a vraiment des gens qui vont se dire, si on a regardé Mandalorian, on aura loupé un épisode. C'est normal, c'est parce que le Mandalorian a évolué aussi dans The Book of Boba Fett. Il y a 3 épisodes qui sont Oui. entièrement Ouais. consacrés au Mandalorian et où il y a énormément de changements pour ce personnage et pour le petit gros goût qui est trop mignon. Donc voilà, si jamais vous vous rendez compte que vous avez loupé un épisode, c'est certainement le cas et il faut regarder The Book of Boba Fett, les épisodes 5, 6 et 7. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin de regarder les 4 premiers qui sont Exactement ce que une j'allais dire. purge. Regardez comme juste pas les possible. épisodes de Mandalorian et ça 5, suffit. 6 et 7, 5, 6 et 7. c'est les seuls qui valent le coup, C'est en les fait. seuls hein. qui sont vraiment très bien. Oui. Qui sont bien. Bah, Qui sont en fait, on voit bien. le Mandalorian, on se Voilà, dit... c'est ça. bah, Et ok. la réal change Ouais. totalement. Enfin, je sais pas pourquoi Ah oui, la les 4 première premiers. scène, Ouais. elle est... Je sais pas pourquoi les 4 premiers épisodes de The Book of Boba Fett existent. Juste, ils voulaient faire un Mandalorian saison 2,5. Avec les Lascars qui se baladent en scooter de l'espace. Oh là là. Non, mais ils ont testé, ils se sont dit si on les pouvait avoir un peu Vespa plus de chromés. fric. Les Vespa chromés. Quel enfer, les Vespa chromés. On sent le budget, hein, on sent le Oh là budget. là là là. Ouais, Ah. non, Ouah. Un Boba fail. pas mal. Brieux. Oui, alors moi, une petite actu assez rapide. Je vais vous parler de Ang Lee, réalisateur de Tigre et Dragon, Le secret de Brokeback Mountain, c'est dur à dire, Raison et Sentiment ou Salé Sucré. Ou Hulk. Ou Hulk, c'est vrai, qui va réaliser un biopic sur Bruce Lee. Et oui, et c'est chouette pour 2 raisons. Déjà, une, parce que j'ai jamais vu de bon biopic sur Bruce Lee. J'ai vu beaucoup de téléfilms un peu nuls. Enfin, pour dire, la seule apparition de Bruce Lee que j'ai trouvé cool, c'était dans Ip Man 3. Pas dans What's Upon a Et Time non, in pas Hollywood. dans What's Upon a Time in Hollywood. J'allais dire aussi. Et puis la deuxième raison pour laquelle c'est bien, c'est parce que Bruce Lee, c'est un des
parmi les seuls symboles qui mettent d'accord à la fois les Américains et les Chinois, puisqu'il faut savoir que Bruce Lee a fait la moitié de sa carrière aux États-Unis. Donc c'est c'est un des rares symboles qui rassemble deux pays qui s'aiment pas trop en ce moment. Et ça tombe bien que ce soit Ang Lee qui le fasse, parce que alors il est taïwanais, donc c'est un peu différent, mais c'est un des Ça tombe seuls. un peu moins bien. Voilà, mais c'est un des seuls réalisateurs qui a fait des films comme Tigre et Dragon, par exemple, qui sont sino-américains. Oui. Voilà, donc Ah ouais, c'est sino-américain. c'est sino-canado-taïwanais, je crois. Un truc D'accord, comme ça. ok. Donc il y a beaucoup de, voilà, ça rassemble beaucoup de monde et comme quoi, quand on collabore, ça fait des belles choses. Donc Quand on veut, on peut. Oui. Attention à ne pas sortir alors, du contexte. voilà. Pente glissante. Peut-être pente que le mot glissante. collaborer n'était pas le mieux choisi. Quand on participe ensemble à un projet commun de façon libre et consentante. Allez, je vais vous Super. proposer mon actu, histoire Oui, d'enchaîner. voilà. Voilà. C'est un film Vas-y. super spécial. Donc, Acronyme moi de... Non, rien. Non. Excusez-moi, Brio Waterman. Merci. Pardon. Ça va être une actu assez rapide pour moi aussi. Alors, ça va être un peu dirigé vers Paris. Excusez-moi plutôt les auditeurs d'autres régions. Je vais vous parler de deux expositions qui démarrent là fin janvier et 1er février. La première, c'est une histoire photographique des femmes au XXe siècle à la galerie Roger Violet à Paris, donc du 26 janvier au 25 mars. C'est l'histoire de l'émancipation des femmes. On va pouvoir voir une 60aine d'images contemporaines qui seront exposées là-bas. C'est des très beaux clichés qui parlent justement de cette histoire. Et la deuxième expo est consacrée à Zanele Muholi. Alors, excusez-moi si j'écorche le nom. C'est à la Maison européenne de la photographie. Et donc, c'est une photographe activiste sud-africaine qui a documenté la vie de la communauté noire LGBTQ+, et des personnes qui constituent cette communauté. Et là-bas, vous allez retrouver à peu près plus de 200 photos, vidéos, installations qui ont été créées depuis début 2000 et des documents d'archives de l'artiste. Et donc, cette exposition, elle est du 1er février au 25 mai. Donc si vous êtes amateur de photos, de belles photos et d'histoire, voilà, c'est pour vous. Vous savez où aller. Merci beaucoup. Trop cool. Super. Merci. Et moi, je vais vous parler de musique. Je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Vulfpeck. Je sais pas si vous en Comment avez déjà... Vulfpeck. Ok. Vulfpeck. Je sais pas comment ça se Peut-être prononce peux-tu en les anglais. player? Il y a un F, c'est pas un V. Hein. J'ai eu un doute. V-U-L-F-P-E-C-K. Voilà, ils ont fait plusieurs albums. Ils ont fait un live incroyable au Madison Square Garden il y a 4 ans, je crois. Peut-être 5. Celle où ils ont ramené tout leur studio? En fait, c'est un groupe américain qui a commencé dans leur sous-sol. C'était le sous-sol de la mère du leader du groupe. Du coup, il y a plein de tapis au mur, etc. Et en fait, le live qu'ils ont fait au Madison Square Garden, ils ont ramené tout ce qu'il y avait dans le sous-sol. Donc, il y a tous les canapes trop et bien. tout. Et ils ont fait, en fait, comme s'ils ouvraient la pièce à plat, quoi. Donc, c'était trop cool. Et là, ils viennent de sortir un album, donc le 30 décembre 2022. Donc, oui, il y a une vingtaine de jours à peu près. Et en fait, moi, j'étais passé totalement à côté. Je voyais qu'ils sortaient 2-3 trucs sur YouTube et je suis tombé là-dessus. Et évidemment, c'est du grand funk comme on n'en fait plus trop et comme on en attend depuis des années et des années. Est-ce que c'est nos sauveurs? Sûrement. Allez les écouter. Donc, ils sont indépendants. Voilà, c'est Vulf Records qui fait ça, donc ils ont leur propre maison de disques. C'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, c'est vraiment super bien. Et ils font une vidéo par musique généralement. À chaque fois qu'ils s'enregistrent en studio, ils jouent comme si c'était en condition un peu live et ils se filment pour un clip. Donc on peut voir tout ce qu'ils jouent, tout ce qu'ils font. Et c'est vraiment super bien, ça groove, la musique est très très belle. Et voilà, il n'y a pas des solos hyper compliqués pour les gens qui veulent se prendre la tête, il n'y a pas trop ça. C'est surtout du C'est fun pas de la musique pur Ouais, et c'est dur. hyper Voilà. attenant, c'est C'est hyper du good fun vibes. pur et dur, c'est un truc qui te fait danser pendant 1h30, c'est trop bien. Mais le Voilà. live au Madison Square Garden, justement, est une bonne porte d'entrée si vous Ouais. voulez découvrir parce qu'il y a une vibe sur scène. En plus, ils ont plein d'invités et l'ambiance est top, le public est à fond. C'est filmé à l'iPhone 4, tout est filmé à l'iPhone 4. Donc il y a ce grain un Ouais, peu, ouais. Ça a un l'air, peu ouais. moche. Ouais, du coup. un grain C'est très du- numérique. Du je coup. crois que c'est du 480 ou 720 max. Et en fait, c'est filmé comme ça. L'iPhone est branché sur un câble et c'est un mec qui filme tout le concert en passant comme ça. Et en fait, il y a une seule caméra, c'est juste ça. Et le mec est au milieu du concert. Donc ça donne une ambiance, on a l'impression d'être avec eux, quoi, Ouais. vraiment. Et puis il y a ce grain qui est très particulier.
à leur style en fait. Ils font que ça. Donc voilà, c'est très très cool et je vous le conseille. Ouais. Trop cool. Merci Hugo. Avec plaisir, Candice. Bon, je crois qu'il est temps de passer à notre chronique du jour, présentée par notre ami ou collègue, si peu d'affinité, Brieux. Oh non, pas Brieux. Et donc, Je plaisante. T'es remonté à bloc, là. Nous sommes toutes oui. Et franchement, est-ce que vous avez pas l'impression que ces temps-ci, tous les films se ressemblent? Qu'on vous sert sans arrêt la même recette, le même film d'action mal cadré et mal joué, le même film de super-héros sans enjeu et à la réalisation identique au précédent, l'énième remake raté d'une franchise jusque-là sans tâche et qui aurait apprécié qu'on la laisse tranquille? Mais où est donc passée notre originalité? Je vous le demande. Pas chez Marvel et DC, visiblement. Boum, coup de pied dans la fourmilière. À croire qu'en ce moment, nos amis producteurs et réalisateurs, devant les enjeux de plus en plus considérables auxquels est confronté le 7e art, ont tous trop peur de prendre des risques. Ou peut-être ils ont tous trop pris au premier degré le livre Save the Cat de Blake Snyder et ses 15 règles élémentaires pour écrire un scénario. Attendez, j'ai dit tous ? Non, rassurez-vous, car un irréductible réalisateur résiste encore et toujours contre cette épuisante uniformité. Alors accrochez-vous, car aujourd'hui, on va parler De Guillaume Canet. Non, Ok. aujourd'hui, on va parler de Denis Villeneuve. Et tout d'abord, Brieux, Denis présente-nous un peu ou Denis Villeneuve. Ah je me suis toujours plantée. Une fois sur deux, je vais faire Denis et Denis. Non, il n'y a pas de souci. À partir de maintenant, ce sera Denise. J'étais D'accord. vraiment ignorante. N'hésite pas à faire s'attirer les micros, Yann. C'est pas être trop près. À vraiment te rapprocher à mort. Et tout d'abord, Brieux, présente-nous un peu Denis Villeneuve. Alors, Denis Villeneuve naît le 3 octobre 1967 à Bécancour, au Québec. Il est donc canadien-français. Et il est l'aîné d'une famille de 4 enfants. Il va faire sa scolarité au séminaire Saint-Joseph des Trois-Rivières. Ça a l'air fun. Voilà. Et après un bref passage dans une classe préparatoire en sciences naturelles, il se lance finalement dans des études de cinéma à l'Université de Québec. Et à seulement 23 ans, il remporte un prix. Oui, il remporte la course Europe-Asie, qui est une émission canadienne dans laquelle les concurrents doivent réaliser des courts-métrages en sillonnant le globe. Et pour cette émission, il visitera notamment la Thaïlande, la Chine, l'Inde, la Turquie et feu l'URSS. Donc émission qu'il gagne, et ça lui donne les fonds nécessaires pour faire un film, c'est ça? C'est ça. En gros, le prix, c'est qu'il peut réaliser un film en partenariat avec l'Office national du film canadien, l'ONF. Et c'est ainsi qu'en 1994, il réalise son premier film, REW-FFWD, qui veut dire... Un classique. Voilà, un classique qui veut dire Rewind and Flash Forward, en fait, qui raconte l'histoire d'un photographe venu d'un pays aisé pour venir faire un reportage en Jamaïque. Mais il tombe en panne et qui est par conséquent contraint de rester plusieurs jours dans un ghetto réputé dangereux, et ce séjour va changer en profondeur son reportage. Et est-ce que c'est un bon film? Honnêtement, c'est un bon premier film, on va dire. Et ça va faire ressortir un peu son nom, puisqu'il va être approché pour réaliser avec 5 autres réalisateurs un segment du film Cosmos, en 1996, qui lui, pour le coup, sera largement diffusé et présenté dans de très nombreux festivals. Et c'est à partir de là qu'il commence réellement sa carrière de cinéaste au Canada. En 1998, il signe 32 août sur Terre, qui est son premier long métrage, et qui sera sélectionné à Cannes et même nominé pour l'Oscar du meilleur film étranger par le Canada. D'accord. Ok. Et ça parle de quoi? Eh bien, le film parle d'une femme, Simone Prévost, qui est victime d'un accident de voiture. On peut dire que pour une fois, Simone n'aurait pas dû prendre la voiture. Waouh. Bref, C'est cringe, je suis désolée. et qui remet à la suite de cet accident toute sa vie en question. Elle démissionne, renonce à tous ses projets et demande à son meilleur ami de lui faire un enfant. Requête qu'il accepte à condition que cela se passe dans un désert. Ok. Voilà. En gros, le film parle avant tout de la vacuité de la vie moderne et de la volonté de trouver un sens à notre existence, surtout après la perspective d'une mort imminente, comme l'accident qu'a expérimenté Simone. On peut aussi interpréter le film, alors ça c'est plus de mon opinion personnelle, comme une sorte de long coma. En effet, on peut imaginer que Simone ne s'en est pas si bien sortie de cet accident et qu'en fait, alors qu'elle est dans le coma, elle fait une rétrospective de sa vie, de ses regrets, d'où le désir d'avoir un enfant par exemple. Et 2 ans après, en 2000, il sort l'étrange film
Maelstrom. Alors oui, un étrange film dont il signe le scénario et dans lequel le narrateur est, je cite, un poisson issu du magma aquatique du début de la formation de l'univers, je ne plaisante pas. J'adore. Ok. Ah ouais. Voilà, et donc le film reprend à peu près le thème de 32 août sur Terre et parle d'une femme, Bibiane Champagne, oui, À tes souhaits. qui a un accident de voiture, oui, encore, et qui tue un homme. Pour le coup, ça c'est inédit. Et voilà, le film est intéressant, mais bon, je vous avoue qu'après son visionnage, il est très elliptique. Il y a beaucoup de choses qui sont très cut. Le scénario part un peu dans tous les sens. J'ai vraiment eu besoin d'une petite pause dans l'écriture de ma chronique après ça. Et ça tombe bien, puisque Denis Villeneuve fera lui aussi une pause de 9 ans suite à ce film. Oui, alors il restera pas non plus inactif puisqu'il sortira 2 courts-métrages, mais il revient effectivement en 2009 pour Polytechnique, un film qui parle de la tristement célèbre tuerie de l'école Polytechnique de Montréal, mais c'est surtout avec l'adaptation l'année suivante de la pièce de théâtre de Wajim Wawad, Incendie, qu'il va devenir un réalisateur incontournable. Incendie reste d'ailleurs à ce jour la plus belle adaptation d'une pièce de Mouawad et, selon moi, une des meilleures adaptations d'une pièce de théâtre tout court. Ouais, c'est pas Oui. évident. Je Quand vous avais tu vois dit la que je l'avais pas pièce. vu, mais en fait, je l'ai Ouais, complètement c'est vu, pas hein, évident, sans mais il est splendide. Vraiment, c'est Ouais. un Je film savais juste splendide. pas que c'était Villeneuve qui l'avait adapté. Ah, tu savais pas Ouais, Eh ben, vraiment. c'est le film qui l'a révélé. Et il remporte, ce film, plus d'une vingtaine de récompenses, et c'est un succès à la fois critique et commercial, excusez du peu. Et attends une minute. Oui. 32 autres sur Terre parle d'une femme, Maelstrom parle d'une femme, Incendie parle d'une femme, et concernant la tuerie de Montréal, toutes les victimes étaient des femmes. Villeneuve n'aurait pas une petite obsession ? Eh bien oui, bien vu, effectivement, il y a de ça. Il a déclaré dans une interview que, je cite, le monde féminin l'intriguait et que de manière générale, on sent qu'il a le désir de replacer la femme au centre de la scénographie artistique où elle a été trop longtemps délaissée au profit de l'homme. C'est d'ailleurs pour ça, par exemple, qu'un personnage masculin du livre Dune deviendra féminin dans son adaptation. Mais on grille des étapes, là. On grille des étapes sûrement parce qu'on parlait d'incendie. Oh là là. Ça aussi, c'est. Je peux pas cautionner. Hein. Waouh. Ah, ça vole haut. Ça vole haut. J'imagine qu'après ce film, il est pris au sérieux, contrairement à toi. Ah bah oui, c'est bien simple, à partir de là, les budgets de ces films seront au moins 5 fois supérieurs à celui d'Incendie. Ah oui, putain. Voilà. Et ils seront désormais internationaux et non plus uniquement canadiens. Pour ma part, c'est à partir de là que j'ai connu Denis Villeneuve, et certainement vous aussi, quand en 2013, il sort l'excellent thriller Prisoners Ah avec oui. Hugh Jackman Aïe, aïe, et Jake aïe. Gyllenhaal, qui narre la disparition de 2 fillettes dans une petite ville du Minnesota, et l'enquête menée par la police et aussi et surtout par le père d'une des fillettes qui va commettre les pires atrocités pour les retrouver. Et Paul Dano dans ce film. Ah, il y a Paul Dano. Les trois, hein, aussi, le trio est le incroyable. trio, enfin, Le trio est incroyable. Voilà. En tout cas, c'est un film qui questionne notre moralité et surtout les limites de celle-ci face à l'impuissance que l'on ressent devant des situations critiques. Que sommes-nous prêts à faire pour sauver nos proches ou pour les venger, quoi ? Voilà, exactement. Question qu'il aborde aussi dans Sicario, en 2015, un film sur les cartels mexicains, ou encore dans Arrival, ou Le Premier Contact en 2016, pardon. En En C'est pour un 2016. demi-galop. On sent le breton, là. Il nous Bah, fait un pot-au-feu. Excusez-moi, j'ai pas mangé avant de faire la chronique. Bref, donc Le Premier Contact en 2016, un excellent film sur l'arrivée d'extraterrestres sur Terre que je vous conseille, qu'il est vraiment bien celui-là. C'est génial. Il est fou. Incroyable. Pour Merci une Thomas fois, de l'avoir Ah ouais, recommandé. jamais d'ailleurs. vu. Pour une fois que les extraterrestres arrivent et que c'est pas juste boum boum boum, pan pan pan, Ouais. Les explosion, humains décident machin. de discuter avec les extraterrestres. C'est et c'est intéressant. c'est très intéressant. Ouais. C'est Qu'est-ce qu'ils une veulent nouvelle approche. Enfin, il m'a complètement bouleversé Ouais, vraiment ce ouais. film de bout en bout. Bon, et puis je pense qu'à partir de là, tout le monde connaît à peu près son parcours. En 2017, il sort Blade Runner 2049, qui fait suite au film de Ridley Scott, ou encore en 2021, le film qui sera sa consécration, Dune partie 1, basé sur le roman éponyme de Frank Herbert, film qui sera un succès donc critique et commercial, qui remportera un Golden Globes, 5 BAFTA et 6 Oscars, et qui achèvera de faire de Denis Villeneuve un acteur majeur du cinéma actuel. Et attends une minute. Oui. Tu nous as pas trop parlé de ces derniers films, je trouve. Alors oui, c'est vrai, mais c'est volontaire. Déjà parce qu'ils sont beaucoup plus connus, mais aussi parce que, en fait, je voulais faire comprendre à nos chers auditeurs que ce qui a fait le succès de ces derniers films, bah, on en voyait déjà les prémices dans ces premiers, ne serait-ce que par les thèmes abordés de manière quasi systématique, les regrets, le sens de la vie, la volonté d'une deuxième chance, etc. On a bien révisé sa vie, son œuvre, mais qu'est-ce qui fait de Denis Villeneuve un être à part entière, comme je le disais dans l'introduction ? Alors, d'abord, la chose la plus évidente, c'est que Denis Villeneuve n'est pas un faiseur.
Il a une vraie vision, une vraie définition propre à lui-même du cinéma, et malgré l'éventail assez large des sujets abordés dans ses films, oscillant quand même entre guerre intergalactique, thriller, monde cyberpunk ou conditions de la femme au Moyen-Orient, l'identité artistique de Villeneuve crève l'écran, si bien que il est assez facile de reconnaître un de ses films, même en le prenant en cours de route. Il a aussi le mérite d'utiliser un rythme lent, chose de plus en plus rare aujourd'hui, ou de peur que le public s'ennuie, on a tendance à lui agiter continuellement des clés au visage. Voilà. Lui, il prend son temps. Il arrive à instaurer son histoire en alternant des plans majestueux et des scènes d'exposition finement travaillées qui nous permettent de rentrer dans le récit sans avoir à subir un montage frénétique qui nous donnerait la nausée. Un exemple type, c'est la scène d'ouverture de Premier Contact, donc Arrival dont je parlais, qui n'a, je pense, Thomas acquiesce, laissé personne indifférent, surtout si on a ou qu'on veut des enfants. Ou encore l'introduction de Blade Runner, qui, en plus de rendre hommage aux scènes d'introduction des westerns à la Sergio Leone, nous initie à l'univers sans avoir à placer un personnage trop bavard qui balancerait le scénario de manière artificielle. Même dans Dune, qui a le budget d'un film Marvel, je rappelle, et malgré la colossale masse d'informations qu'il faut transmettre aux spectateurs, parce que quand même c'est de la science-fiction, mais il faut même en lisant le livre, et je l'ai lu pour faire cette chronique, on comprend pas tout. Hein. Ouais, le lore est impressionnant. Ouais. Et bah il prend son temps, malgré tout ça, et il arrive à nous transmettre au compte-gouttes, de façon digeste, les informations dont on a besoin pour suivre l'histoire. Le film est très compréhensible, Voilà. c'est pas évident dans ce genre d'univers. Et c'est ce qui fait passer Dune, d'un film AAA, à, c'est mon avis, un film d'auteur. Je suis d'accord. C'est donc un anti-blockbuster. Mais tu disais qu'on peut facilement reconnaître un film de Villeneuve. Jusque-là, rien de nouveau. Alors, il est très reconnaissable pour deux raisons. Grâce à son esthétique, tout d'abord, j'en ai un peu parlé, je l'ai dit, Villeneuve est un adepte du money shot, de plans qu'il veut spectaculaires et iconiques, un peu comme Zack Snyder, comme le slow motion, Oui, carrément. un peu comme Zack d'ailleurs, mais le slow motion en moins, quoi, en gros. Il utilise de façon pertinente la colorimétrie, et notamment deux couleurs, le bleu et le jaune, qu'il oppose systématiquement et qui, dans chacun de ses films, ont une signification très forte. Par exemple, il utilise souvent le bleu terne pour signifier la monotonie ou le mal-être des villes, comme dans Blade Runner, Prisoners ou encore Maelstrom. Ou encore, il l'utilise pour signifier l'ancien et le familier, avec la planète Caladan, par exemple, dans Dune. Et à l'inverse, il utilise le jaune pour signifier l'inconnu, avec la planète Arrakis, toujours dans Dune, ou encore l'orgueil, le faux et la démesure, avec sa représentation de Las Vegas dans Blade Runner. D'ailleurs, dans ce film, les méchants du film sont aussi systématiquement illustrés en jaune. Voilà. Enfin, la deuxième raison, et pour moi la plus importante, et étonnamment celle dont on parle le moins lorsqu'on aborde la filmographie de Villeneuve, c'est son amour de la nature. Ah ouais. Et ouais, ça paraît bizarre, mais ça n'a sûrement pas échappé à l'auditeur attentif que vous êtes. Mais j'ai dit dans sa biographie qu'avant d'étudier le cinéma, il avait fait une classe préparatoire en sciences de la nature. Moi, je m'en souviens. Et... tu t'en souviens parce que c'est écrit. Non mais moi ça me m'étonne pas tant que ça avec tous les plans hyper larges qu'il fait où on Eh ben oui. profite vachement du décor, Ouais, il a du une notion paysage et tout. d'espace, de Ouais. grandeur. Et ça vaut, tu vois, Premier Contact, c'est truc gigantesque ou Ah bah oui, personnellement ça m'a pas surpris non plus, puisque ces films transpirent sa passion pour la nature, littéralement. Il n'y a pas un seul de ces films qui ne rende pas hommage à notre bonne vieille planète, ou à d'autres planètes d'ailleurs. Et si James Cameron adore la mer, Villeneuve lui a une obsession pour les déserts. Il y a des déserts partout, tout le temps. Dans 32 autres sur Terre, il y a un désert. Dans Incendie, il y a un désert. Dans Sicario, il y a un désert. Dans Blade Runner, où il a certainement insisté pour qu'un pan entier du film se passe dans un Las Vegas abandonné et enseveli sous les sables, je soupçonne même d'avoir accepté de faire Dune parce qu'Arrakis est une planète désertique. Bref, dans une autre vie, Villeneuve aurait été un très bon réalisateur de documentaires naturalistes. Ouais, j'imagine qu'il a des défauts malgré tout. Oui, évidemment, il en a. Déjà, je trouve que Villeneuve n'est pas un excellent scénariste. J'en ai parlé avec Maelstrom, que j'ai trouvé très étrange, et qui signe pour le coup seul le scénario. Je trouve qu'il excelle surtout lorsqu'il a une base solide, comme Incendie ou le roman d'Hébert Dune. Néanmoins, la beauté de ces films compense largement les petites faiblesses scénaristiques. Moi, j'avoue que après avoir vu ces films, même 2 fois, il y en a certains, j'arriverai pas à résumer correctement le scénario, mais c'est pas grave, parce que c'est splendide en fait. Moi, j'ai passé un bon moment. C'est magnifique. Et ça se suffit, quoi. On n'a pas besoin de... Voilà. Mais son style non plus n'est pas exemple de défaut. Pour moi, le Villeneuve, en fait, voit ces films comme des tableaux. Des fresques magnifiques, certes, mais inaccessibles. Un peu comme, vous savez, lorsqu'on est au musée et qu'il y a un cordon qui nous empêche d'être à moins de 2 mètres d'un tableau, il y a une certaine distance qui est mise entre nous et les personnages. Ils nous paraissent
parfois froid et distant, ce qui peut moins impliquer émotionnellement le spectateur. En tout cas, moi, c'est mon avis. Ouais, ça, je suis d'accord. Non, mais t'as le bah, truc. moi, je suis pas du tout d'accord. On en non, mais parlera après, du coup, je mais- les trouve touchants et tout, ces personnages, mais c'est difficile de se sentir à la place du personnage, si tu veux. On en Tu te sens pas parlera dans ce sens-là. juste On en après. parlera juste Voilà. après. Ok, ouais. ça va. Continuons la chronique. Voilà, ce sera avec la conclusion que je continuerai. En tout cas, je vous invite, voilà, et je parle aux auditeurs, très fortement à vous intéresser à son œuvre. Je n'ai évidemment pas été exhaustif, il faudrait une chronique entière pour chacun de ses films, et il était donc impossible de rendre hommage à chacun d'entre eux. Néanmoins, c'était surtout de l'homme dont j'avais envie de parler, et de son impact actuel sur le cinéma, parce que vraiment, c'est un homme à suivre. On en parlait carrément. en off avec Thomas, c'est vraiment quelqu'un à suivre, parce qu'en ce moment, il fait que des chefs-d'œuvre, quoi. Bah, Vraiment. depuis 2013, donc ça fait 10 ans. Masterclass. Ouais. Tout ce qui touche, c'est C'est- incroyable. Voilà. C'est Midas. Des gros poulets, comme je disais. Des gros poulets. Il fait que des gros Basse-coupe. poulets. Voilà, c'est un élevage. Eh ben merci beaucoup, Brieux, pour Bah, je ta t'en chronique. Et maintenant, divagons. Ah. De quoi tu voulais dites-nous nous pourquoi parler, vous Yann n'êtes pas d'accord. Allez, pas content. Bah, moi, en fait, je te rejoins sur le côté fresque, etc., etc. J'ai revu quelques images de Blade Runner 2049 en regardant une vidéo sur YouTube de la chaîne de Marty. Très bonne chaîne, d'ailleurs. Si vous vous intéressez au cinéma, etc., la chaîne de Marty, c'est très, très qualitatif ce qu'il fait. Parenthèse fermée. Mais je trouve que tu peux quand même être avec ces personnages. C'est pas... Pour moi, Villeneuve, c'est pas un Nolan, par exemple, où ça, je l'entendrais. Tu vois, par exemple, je sais pas, Dunkerque, c'est le premier exemple qui me vient en tête, où t'as pas d'impact, enfin, d'impact émotionnel. Le personnage est très générique. Et Ouais. tu vois, dans Tenet, le personnage s'appelle le protagoniste. C'est dire à quel point c'est ultra générique. Tandis que dans ce que fait Villeneuve, dans Prisoners, je peux pas dire que il ne se passe rien pour moi, tu vois. Que je suis pas emmené avec les personnages, avec la détresse du père, avec l'éthique qu'a au visage de Jake Gyllenhaal. Je me souviens plus du nom de ce personnage. Loki. Inspecteur Loki. Je trouve que tu parlais d'inaccessibilité. Je trouve qu'au contraire, c'est l'un des réalisateurs les plus accessibles et il le montre via Dune, qui est Est-ce que un c'est énorme Villeneuve succès. qui a fait Zodiac? Non, c'est Fincher. D'accord. Non, Ça, je je m'en sais pas, rappelle. moi, je trouve pas ça inaccessible du tout, mais je vois ce qu'il voulait dire. C'est mis une genre de distance entre nous et les personnages, tu vois, c'est des personnages humains et tout, mais il y a vraiment un genre de filtre de froideur entre eux et nous, je trouve. T'as ce truc où c'est souvent des cercles de personnes, enfin je sais pas comment dire. Ouais, mais- je suis d'accord. Je crois qu'il y a un truc Un peu comme si tu les on voyais est à travers une observateur. gueule- Ouais, c'est une ça. vitre. T'es pas. Il y a des films où t'es vraiment avec le personnage à tout moment et tu vis ce qu'il vit. Moi, j'ai l'impression aussi d'être plus spectatrice. Ça veut pas dire que ça me touche pas, ce que je vois. Ah non, pas du tout. Mais Dans t'es Prisoners, pas. Dans Prisoners, t'observes pas les gens à travers une vitre. Hein. Non, après moi je les ai Et pas tous avec vus, eux, donc je te parle de. Mais en fait, c'est pas Moi, tant, je trouve- c'est pas tant que ça nous impacte pas. Je dis juste que c'est un peu plus difficile de s'impliquer émotionnellement parce que vraiment, j'ai l'impression de voir un film et non pas d'être dans le film. Par exemple, Ouais. je te cite Oui, d'accord. un exemple C'est simple. D'être vraiment spectateur. Voilà, en fait. mais ça c'est dû à son Vraiment style en fait, Oui, à son oui, style de d'accord, vouloir ok. faire quelque chose de grandiose, quelque chose de très beau, qui nous met un décalage en se disant on voit l'épopée de quelqu'un et on n'est pas avec lui dans l'épopée. Par exemple, The Arrival, le début, donc je spoil un petit peu, je peux spoiler le début, et elle perd sa fille, voilà. Le personnage non. principal Pourquoi tu perd dis sa ça fille et c'est bouleversant. Moi j'ai été très émotionnellement pris par cette scène parce qu'elle est terrible, enfin par cette introduction, mais j'ai pas ressenti de peine pour le personnage. Tu Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, waouh, c'est une situation horrible, mais je me suis pas dit c'est une situation horrible pour elle. Je me suis dit c'est une situation horrible tout court. Et je me suis dit, moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Mais Oui, je me en suis fait, pas c'est dit, ça, tu oh Pépus, t'inquiète, tu vas te sentir mieux, Tu te sens pas, je vais te consoler. Je me suis pas senti ça, quoi. Tu te sens pas emporté dans l'univers, quoi. Oh, Pépus. C'est ça. Tu te sens pas emporté Voilà, dans c'est l'univers comme pourrait faire, je sais pas, par exemple. Mais oui, d'accord, ok, je vois mieux ce que tu veux dire. Je te rejoins sur le côté. C'est peut-être parce qu'il utilise pas beaucoup de plans en steadicam, de trucs qui bougent Voilà. vraiment. Ouais, Là, c'est ça fait où t'es à comme l'intérieur, ça fait très tableau, quoi. Mais Oui, on a c'est plus très justement cadré, dans Prisoners, mais parce qu'il Oui. il en a besoin en fait, Hmm. de justement donner cet aspect de on est avec eux, on fait les fouilles avec eux dans la forêt. Je pense que dans Prisoners, contrairement à par exemple un film comme Enemy, Oui. dans Enemy t'as pas du tout Oui, ça. t'as pas parlé Dans- de Enemy. Oui, j'ai pas je pense, parlé de dans- Enemy, sur c'est Dans vrai. Enemy, c'est un film C'est mais- encore plus un exemple, ça. qui est, tellement de distance. Oui, c'est ça. Mm. C'est-à-dire que Prisoners, on est vraiment avec les gens, on fait les fouilles avec eux, on recherche vraiment,
on est vraiment, il y a plein de moments où c'est au steadicam, où ça tremble, ça bouge et tout. Enemy, c'est vraiment un film d'observation. C'est-à-dire que c'est comme tu disais, on est derrière une vitre, quoi, et on regarde Jake Gyllenhaal se balader dans la ville et se dire, ok, qu'est-ce qui lui arrive. Mais je suis d'accord quand tu dis que Prisoners, c'est peut-être l'exception. C'est l'exception, et c'est peut-être l'exception parce t'as eu raison tout à fait de le dire, il a eu besoin de le faire pour le besoin de faire un thriller, quoi. C'est-à-dire qu'il a dû se détacher un peu de ce qu'il fait. C'est pas Dune, possible tu quand l'as tu un fais peu un aussi. thriller de pas avoir ce truc de on est ensemble et t'es en danger. Dans Dune, il a rendu les scènes d'action assez accessibles, justement. Oui. C'est-à-dire que t'es pas externe. Mais il se met à hauteur d'homme. Oui, c'est ça. Là où Oui. je trouvais que dans Blade Runner, c'était peut-être pas forcément le cas. Il y avait un gigantisme aussi, mais Oui. c'était moins le cas. Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi le but de Blade Runner, c'est d'être écrasé par une ville et un environnement qui est devenu complètement hostile à l'homme. Et du coup, c'était tout à fait logique de faire ça. Mais ce qu'il a bien réussi, moi je trouve, avec Dune, c'est justement avoir ce décalage qui se fait dans le film. C'est-à-dire que t'as ce moment où t'as plein de scènes d'observation où tu vas voir la nature, tu vas voir les vaisseaux, tu vas voir un machin où tu te dis, ok, je suis derrière ma vitre et je regarde les gens. Ouais, c'est un univers. Et d'un coup, tu vas avoir une scène d'action, la scène où ils sont en bas, là, où t'as Jason Momoa qui défend machin. Là, t'es dedans, t'es avec eux, parce que justement, c'est caméra à épaule, t'es à hauteur des combattants, tu vois, tu rentres dans le truc, et je trouve que là, c'est hyper... Tu te sens plus proche, dans ce film, je trouve, du cercle Jason Momoa que du cercle du personnage principal, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais je suis d'accord, Il va mais vachement, je justement, le voir comme un aspect plus froid, tu vois. Ces scènes Je sont... pense que c'est ça, ouais, mais il y a un truc aussi, ça se rapproche de ce que disait Brio dans sa chronique, c'est que c'est un mec qui a passé son temps à observer des situations, à voir des injustices, voir justement comment ça se passait dans telle partie du monde. On parlait de l'Inde, on parle de l'ex-URSS, etc. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui te montre quelque chose. Ça veut pas dire qu'il ne veut pas te toucher avec, au contraire. Mais je pense qu'en effet, il y a cette notion de distance, elle est dès le départ dans la façon dont il s'est construit et dans la façon dont il a construit ses films. Il dépeint un peu ce qu'il a vu. Il a commencé par des documentaires, c'est ça en fait. Un documentaire fictif, Voilà. ouais, tout à fait. Oui, mais du coup, même si c'est un format documentaire, donc même s'il est parti plus vers quelque chose de la fiction, raconter une histoire, quand je dis une histoire, c'est même pas forcément l'histoire de quelqu'un, c'est raconter l'histoire d'un peuple ou d'une communauté ou autre. Et donc, du coup, il prend cette distance-là. Moi, ça me paraît pas contradictoire. Après, mais j'entends tout ce que vous dites, hein, mais je pense qu'on arrive à être touché, mais en même temps, en gardant cet esprit critique. Et je pense que cette distance-là, c'est pour garder cet esprit critique aussi, face à ce qu'il nous montre. J'aurais dû écrire la chronique avec toi, Candice. Non, mais en effet, du coup, je te rejoins sur le entre guillemets, le pas de côté qu'il peut faire, enfin le pas en arrière pour raconter son histoire. Surtout que là, ces deux derniers films, il était attendu au tournant, même très sévèrement attendu au tournant. Blade Runner 2049, je pense, il n'a pas eu tout le succès espéré, mais c'était Warner déjà à l'époque. C'était Warner. Warner était quand même satisfait de son boulot, c'est pour ça qu'il lui Moi, je m'en souviens pas proposé tellement Dune. de Blade Runner 2049. En fait, il est sorti et il y a beaucoup de gens. Je trouve que c'est bizarre d'ailleurs que beaucoup de gens n'aiment pas forcément Blade Runner 2049, mais adorent Dune. Dune a été très plébiscité. Je trouve ça bizarre, non, parce que il est incroyable ce film, mais justement, il n'a pas tous les codes actuels des blockbusters. C'est un film très lent, très contemplatif par instant. Je pense que c'est pas du tout ce qu'on pourrait attendre d'une série et SF aujourd'hui ou d'un film. Peut-être que ça a été une parenthèse avec pour les gens. On est quand même arrivé. Dune est sorti en 2021. Donc, excusez-moi, je vais ressortir la carte confinement. Mais on a obligé les gens entre guillemets à prendre leur temps. Donc, et puis il y avait cette envie de retourner au cinéma aussi. Donc tout ça couplé, peut-être que les gens à ce moment-là, ça les effrayait pas tant de passer autant de temps dans une salle de cinéma avec des plans très lents, une histoire qui se construit doucement. T'avais tous ces plans là super oui, lents, mais derrière t'as la musique de grandeur. C'est pas des moments où tu te dis ok, ça me fait chier de regarder 3 heures de film. Ça c'est rare. Tu vois pas le temps passer. J'avais juste envie que ça s'arrête pas. C'est ça, et c'est ça qui est rare, c'est-à-dire qu'il y a des fois des films où tu te dis c'est super, mais c'est trop long. Voilà. Alors que vraiment, je passe toujours des très bons moments et je suis juste magnifié par ce que je vois et ça me suffit. C'est-à-dire que c'est vrai, je me suis même dit c'est dommage qu'il n'y ait pas la partie 2 tout de suite qui s'enchaîne. C'est pareil. Contrairement mais parce qu'il est fort, à la scène du volcan dans Le Seigneur des Anneaux 3.
où tu te dis, Elle est longue. c'est mon film préféré, Mais là, c'est long. mais là c'est long. Là, il y a encore 40 minutes de fin. Non, mais ça qui est fort, c'est D'accord. que t'as raison, la fin de la première partie, t'as déjà envie de regarder la deuxième, et tu te dis Oui. merde, pourquoi t'as pas tout sorti d'un coup. Mais c'est là aussi qu'il est fort, c'est que en effet, il nous donne pas trop d'informations d'un coup, les informations elles arrivent petit à petit, et finalement c'est une sorte d'enquête aussi, donc t'es plongé dans l'univers, tu commences à comprendre toutes les ficelles qui sont tirées entre les personnages et l'enjeu politique, et du coup tu te dis merde, ça y est, il m'a chopé, faut pas que ça s'arrête. On a la date J'ai prévue. 2023, je crois. C'est cette année. 2023, ça a été avancé. Je crois que c'est oui. au 7 novembre. Oui, ça a Oh été la- avancé oh la de frappe. 1 ou 2 J'ai semaines. vraiment hâte d'être dans 5 ans, que les 3 soient sortis et qu'on aille se faire un marathon. Mais Il y en a ils que font deux. un 3, je crois qu'il y en a que 2. Hein. Ouais. Il y en a que 2. C'est Ouais, partie pour 1 moi et aussi, 2. il y en avait Je deux. croyais que crois que c'était une c'est partie 1 et trilogie, 2. moi. Non, il me semble que D'accord. c'est que 2 parties. Ouais, c'est, Ok. Mais alors, je me suis posé la question pour Dune. Je me suis embêté à lire le livre pour voir si c'était quand même une bonne adaptation. Et il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Évidemment, il y a des scènes en plus. Évidemment, il y a tout qui ne se passe pas vraiment comme ça. Mais j'ai rien à dire, quoi. C'est pas un Harry Potter où tu dis, bah, cette scène-là, elle est pas là. Ça, on comprend pas parce qu'il n'y a pas ça, etc. Où sont passés les maraudeurs? Oui, voilà. Et... Exactement. Tom Bah là, Bombadil. Tom Bombadil, Ouais, bah là, j'allais eh ben, dire, il y on en a... revient toujours au Seigneur des Anneaux. Hein. Quand tu lis le bouquin après, tu te dis, mais Ah, qu'est-ce qui s'est passé bah, si tu lis le bouquin, il n'y a pas grand-chose qui change, très honnêtement. Mm. Et c'est chouette. Voilà. Ah, c'est cool. Mais je crois que c'était l'un de ses rêves de faire Dune. Enfin, Ouais. Je crois que c'est même pas Warner qui lui a proposé, c'est lui qui allait voir Ah la oui, Warner oui, qui a il a- dit pitié, laissez-moi adapter. Il en avait envie. Il y a un Il en- désert, il en- il y a un désert, il y a du sable. Il en parle justement dans. Alors, je crois que c'est une vidéo avec le fossoyeur du film et Ah le oui, mec oui, qui c'est fait possible, Nexus ouais. 6. Oui. Et alors, je vous conseille, si vous aimez Denis Villeneuve, que cette chronique vous a intéressé, vraiment allez regarder cette vidéo parce qu'ils ont fait une. Mais en plus, il est rigolo, il a un accent québécois. Ouais. Non, mais ça, c'est juste parce que Ça, Hugo c'est est bien. incapable de regarder une vidéo avec un accent C'est québécois bien une sans réflexion rigoler. de français. Mais Non, ça me la- plaît trop, j'adore ça. L'interview est géniale et donc du coup, il parle un peu de sa carrière, mais il parle beaucoup de Dune et du processus créatif, notamment du choix de la caméra pour le grain de l'image, etc. Hyper intéressant. Et je sais plus pourquoi Bah, C'est juste, ça. tu nous conseillais d'aller Ouais. voir ça. Et bon, ça. Bah, allez voir. Bah, du coup, on va passer au reco. Bah, Eh faisons ben, Allez, allez, ainsi. c'est parti. Et bah voilà. Et bah, du coup, Cordis, Ah bah, j'enchaîne alors. quel est Très ta bien. reco? Et bah, moi aujourd'hui, je vais vous parler de Philadelphia. Le fromage. Non, pas le fromage. Le titre original de la série, c'est It's Always Sunny in Philadelphia. Et donc, c'est une série qui a été créée par 3 potes. Alors, je vais essayer de bien prononcer les noms. Il y en a un, c'est facile, c'est Charlie Day, que vous avez pu voir dans pas mal de films depuis, parce que bah, il a percé, le petit coco, quoi. Le deuxième, c'est Glenn Howerton. Et le dernier, Rob McElhenney. McElhenney, c'est ça, exactement. Et donc, du Et coup, non ici... pas Makelele, Non, ouais. Voilà. comme le genre de Celle-là, je l'avais pas écrite. Hein. Donc ces 3 potes ont créé cette série aux alentours de 2005. Ils sont aussi les acteurs principaux. Ils ont été accompagnés par plusieurs personnes ensuite. Et c'est une série qui a commencé avec très très peu de budget. C'est vraiment excusez-moi du terme, mais c'est des mecs qui se sont dit on prend la bite et le couteau et on y va quoi. C'est-à-dire que la première saison, c'est des épisodes où ils ont à peine $200 pour tourner. Et donc du coup, bon forcément quand vous regardez aujourd'hui... Ouais, tu vois qu'il y a $200 quoi. Voilà, tu vois qu'il y a $200, mais ce qui est génial dans cette série, c'est que tu vois l'évolution aussi. Tu vois le moment où ça commence à prendre, parce que ça passait sur la Fox, si je dis pas de bêtises, non, sur FX, qui est devenu Ouais, FXX, c'est la même. mais c'est la Fox oui. qui a juste changé de nom. C'est et la même compagnie. maison. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, au fur et à mesure des saisons, tu sens que ils commencent déjà à trouver leur public, mais aussi qu'ils commencent à intéresser des chaînes, des producteurs et autres, ce qui est pas évident, parce que c'est vraiment une série, on va dire, qui est dans le cringe et dans le respect des règles. non-respect des règles, ouais, les consensus, tout ça, non, c'est vraiment pas ça. Donc, du coup, c'est l'histoire d'un groupe d'amis. Ils tiennent un bar irlandais complètement pourri à Philadelphie, qui s'appelle le Paddy's Pub. Pour tout vous dire, c'est vraiment des anti-héros. Ils sont tous malhonnêtes, égoïstes, feignants, avares. Enfin, ils ont vraiment rien pour eux et en plus, ils sont bourrés H24. C'est nous, ça. Parfait. C'est une série sur nous. C'est l'équipe des meilleurs. Voilà, le bar n'est jamais trop rempli. Au maximum, vous avez 1 ou 2 mecs avec quelques exceptions. Et puis, comme en fait, ils écoulent tout leur stock, bah forcément, ça rend les choses un peu compliquées. Et donc, chaque épisode
est plus fou que le précédent. Mais quand je vous dis il est vraiment plus fou que le précédent, c'est qu'à chaque fois on se demande comment ils peuvent en arriver à ces idées-là, comment ils peuvent les mettre en forme, et à quel moment on leur a dit allez-y, vous pouvez le faire. Et donc du coup, ils vont aborder énormément de sujets. Donc tous les personnages conspirent, les uns contre les autres, pour le plaisir, pour l'argent, juste pour faire chier son pote, et ils échouent quasiment à chaque fois. C'est vraiment des gros nuls. Ils sont bêtes, ils sont cruels, mais pourtant ils sont hyper attachants. Et c'est une série qui réussit à parler d'avortement, de racisme, de religion, de harcèlement, de plein d'autres sujets, de la question de devenir transgenre, ou enfin vraiment des sujets, rappelons-le, c'est une série américaine qui est hyper polémique, et on a l'impression qu'ils font des doigts d'honneur tout le temps à tout le monde. Et sur la Fox. Ouais, Sur voilà. la Fox. Et donc La c'est... Fox quand qui même. a établi des lieux de non-droit à Paris. Ah mais moi j'ai jamais compris comment cette série a pu Oui. être diffusée à la base. Vraiment, c'est un ovni. Et avec vraiment, je vous dis, $200 de budget par épisode. Enfin, je sais pas. Les mecs, quand tu vois ce qui s'est passé avec les M&M's, Oui. vous avez vu ça? Non. En fait, Attends, Oui, on en vas-y. parle juste après. Je vous Je vais explique débattre, après. mais je finis ma reco. Recommandation, Et donc, du sur coup, les- la série évolue avec les saisons. On a quand même 15 saisons. 15 saisons. Ouais. 15 saisons, Alors, De combien d'épisodes 160. Non, Pire que ça varie Naruto. un peu. Il y a moins d'épisodes. Il y a moins d'épisodes sur les premières saisons. Après, ils évoluent un peu. On est autour d'une quinzaine. C'est les épisodes de 20 minutes. D'accord. Donc ça se regarde très rapidement. Et alors quand ils ont commencé à bien évoluer, ils ont changé un peu les formats. Mais c'est ça qui est fou, c'est que on voit que la qualité d'image, les scénarios, ils ont beaucoup plus de moyens pour les réaliser, mais on garde la folie d'origine. On perd pas le truc. Alors je vous dis ça, j'ai pas regardé les dernières saisons. Je m'y remets là justement. J'ai cette idée de chronique parce que je m'y remets dans cette série. Donc ça se trouve dans un mois, je vous dis ah punaise, les saisons 14 et 15 sont vraiment à chier. On verra ça dans 2 mois. J'ai une information supplémentaire qui, si jusque-là vous hésitiez, va peut-être vous charmer. À partir de la saison 2, Danny DeVito arrive comme producteur et comme acteur dans la série. Trop cool. Danny DeVito. classe. Et il a parlé dans des interviews et il explique que à la base, donc les mecs avaient rien quand ils ont monté leur truc. Juste lui, il a adoré la créativité, la liberté, et il s'est dit c'est un exutoire. Et en effet, voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est Danny DeVito au max du max, le plus cringe possible et qui va au bout de chaque idée. Et donc du coup, c'est une série que vous pouvez retrouver sur Disney+, qui s'appelle juste Philadelphia sur Disney+. oui, parce qu'elle a changé de nom Ouais, à elle la a changé de 5e nom. saison. un Mais peu en comme fait, ça. j'ai pas réussi à retrouver si ça a changé tout court de nom ou si c'est juste Oui, en si, France. ça a changé tout court. Ça a changé tout Et court. moi j'aimais bien que ça s'appelle It's All Lesson in Philadelphia. Mais c'était Et au vert, un le peu- générique est super cool et elle a été vachement réutilisée sur YouTube et autres. D'accord. Moi ça me faisait vriller à chaque fois, j'étais là genre mais non mais pas du tout, ce n'est pas une création originale. Bah, merci beaucoup, Candice. Merci Donc, beaucoup. pour Qu'est-ce parler que tu 2 disais secondes Ouais, des les M&M's. Les M&M's, ils ont sorti des paquets féministes, en gros, où il y a des M&M's qui ont des personnages qui sont féminins, donc des M&M's Oui. féminins. Oui. Il faut savoir qu'il y en a une qui est verte et qui est plus allongée que les autres, de forme plus ovale que les 2 Oui. autres personnages. Là, il y a une partie des Américains puritains qui a dit que ils faisaient l'apologie des obèses parce qu'ils trouvaient que le M&M's était obèse Non, et tu- des femmes. Alors tu mélanges. Ah, si. Le M&M's, en fait, il y a 3 M&M's. Non, mais il y a 3 personnages de M&M's qui sont arrivés. Donc, c'est le personnage M&M's violet, qui est plus gros et plus long que les autres. Et donc, les Américains sont partis du principe qu'ils étaient dans le non-body shaming, et donc ils étaient là en mode oui, vous dites que les gros, nanani, nanana. Deuxième chose, le M&M's marron, Ah oui, ah bah oui. Oui. voilà, Ok, je vois. qui est devenu Je vois. qui est devenu un personnage féminin Alors et qui qu'il était posait masculin avec à la base. le personnage M&M's vert qui était féminin aussi. Et donc du coup, il y a tout un truc parce que vu que c'était un personnage masculin au départ qui est devenu une femme, ça veut dire qu'on fait un raccourci sur le fait qu'il y a une opération, donc du coup c'est une personne transgenre. Et donc Les Américains les appellent républicains... au boycott. Ah oui, Des mais M&M's. c'est... Alors, Des Attendez, M&M's. excusez-moi. Non, il y a mais oui, des, c'est il y a parti des très gens loin. qui ont quelque chose à foutre des personnages Ouais, ouais, de M&M sur les Oui. paquets. ouais, ouais. La Oui, Fox. sexualise des La Fox, c'est justement, on parlait de la Fox, il y a un présentateur, il en a parlé pendant 4 jours d'affilée. Ouais, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait un JT, sur 4 jours, il en a parlé. Visiblement, il mangeait beaucoup de M&M's, ça Enfin, lui a bref. fait beaucoup de mal dans Oui, sa... c'est- Voilà. Non mais là, je sais pas ce que... Bon, Philadelphia, C'est- donc... Oui, Voilà. voilà. Ouais, Et je vous à conseille. ne pas louper le remake français Saint-Moret aussi. Oui. qui est très... Madame
Loïc aussi. Le remake breton, là, Madame Loïc. Yann, quel est ta reco par pitié? Et ben moi je vais vous parler d'un autre poulet. Et je vais vous parler de Everything Everywhere All at Once, ou aussi en québécois tout partout Tout le temps et en même temps. Donc Tu l'as pas vraiment sous les yeux là, le titre québécois. non mais je crois que c'est ça, c'est tout partout en même temps. C'est ça. D'accord. Des bisous tout partout et tout le temps. Exactement. Et donc c'est réalisé par le duo le duo de Daniels. C'est le duo de Daniel Kwan et Daniel Scheinert. C'est deux Daniel, du coup ça fait les Daniels. On avait compris quand Ah, t'avais bon, dit on les tu avait- Daniel, on avait compris. Donc ils sont essentiellement connus pour avoir fait Swiss Army Man, si vous connaissez, Ok, d'accord. Oui. qui est une Ah, petite ouais. frappe. Oui, d'accord. Et donc, revenons à notre tout partout, tout le temps. C'est sorti en 2022, donc l'année dernière maintenant. Et c'est tout récent. Et donc, ça raconte l'histoire d'une femme sino-américaine et de sa petite famille qui est au bord de l'éclatement. C'est une femme usée par la vie que l'on retrouve au moment où son petit monde s'écroule le plus. Et là, ça part en steak, puisque cette femme se met accidentellement à se connecter aux autres versions d'elle-même dans des univers parallèles. Ah, mais c'est ça le multiverse. Exactement, je m'attendais à entendre un petit Jonathan Cohen quelque part. Donc c'est une histoire folle qui va vraiment à 200 à l'heure, c'est tordant et très touchant. J'avoue que moi, perso, quand je l'ai vu affiché au cinéma, j'ai rechigné à le voir malgré les critiques, plus que positives que le film avait reçues, parce que ça parle de multivers, et bon, je me suis dit, encore un truc sauce Marvel, Ah et bah, puisque super. Marvel Sentiche a ruiné le concept depuis quelques années, voilà, j'avais pas envie, mais quelle erreur de jugement. Je l'ai vu il y a 2 semaines, et ça vaut 1000 fois le coup. Ça nous montre le potentiel qu'a un film SF bien travaillé aujourd'hui avec un scénario complètement what the fuck. C'est vraiment à voir si vous voulez passer un bon moment entre potes. WandaVision peut aller se C'est rhabiller avec ou pas? Michel Yeo. Oui, c'est avec C'est Michel avec- Yeoh. Oui, j'ai Il oublié de a le reçu, mentionner. Mais sacré casting. Il a reçu un Golden Globe, je crois, non? Ouais, C'est oui, pas ça qu'il a ouais, reçu il y ouais. a pas longtemps. C'est elle qui est dans le rôle principal. Oui. Et qui démontre une performance incroyable. Et ce d'ailleurs dans toutes les versions de son personnage, puisqu'elle le joue dans plein de multivers différents. Et donc ils ont rien à voir, tu vois, c'est toutes les versions d'elle-même qui n'ont rien à voir. Elle arrive à tous les interpréter à une vitesse folle, c'est hyper incroyable à voir, c'est vraiment ça pète à l'écran. Et voilà, c'est disponible sur Amazon Prime et Canal, mais malheureusement uniquement en location Oui, pour le Ah oui, moment. Oui, parce que c'est ouais, récent. ouais. Oui, oui, c'est récent. Ou C'est en à VOD. l'achat un peu. Oui, Ou à l'achat, location, ouais, achat, mais voilà, ce n'est pas En VOD, en DVD, juste en truc streaming comme ça. Ouais. tranquillou quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Yann. J'en profite, excuse-moi, pour embrasser Amélie qui voulait qu'on en parle dans cette émission d'ailleurs, qui nous suit depuis la première émission. Et ça fait des Ah bah, dédicaces. salut, Et voilà. Amélie. Salut, Merci Amélie. beaucoup. Eh, on n'est Amélie. pas sur Skyrock, hein. On prend tout de suite un auditeur. Non. Merci, merci Amélie pour ma carte de sécu. Allez, Allez. Oh là là. voilà, c'était une blague personnalisée. Allez, bisous. Thomas, quel est ta reco? Oui, moi je vais vous parler d'une série documentaire qui passe actuellement sur France 2. Une série documentaire qui comporte 4 épisodes de 50 minutes et ça s'appelle L'affaire d'Outreau. Ah non. Alors pour revenir dessus, c'est une affaire judiciaire qui a été très médiatisée au début des années 2000 où en gros il y a 4 enfants. Alors accrochez-vous, on va pas se marrer forcément. Il y a- J'avais une blague pour toi. Non, bah non, Non, mais vra- évitez Non, pas le moment. sur Doutreau. Ah, Garde-le pour C'est- l'outro. Oui, voilà, c'est ça. Il y a 4 enfants qui ont été agressés sexuellement. Ah. C'est les enfants de Thierry Delay et Myriam Badawi. Et ces enfants ont ensuite accusé tout un quartier de la ville d'Outreau, dans le nord de la France, de faire partie d'un réseau pédophile. Donc en gros, ils ont accusé tout un quartier qui aurait été invité par les parents, qui aurait vendu le corps de leurs propres enfants. Et encore, ça, ce n'est que le début de cette affaire qui est glaçante et hallucinante. Et donc pour l'anecdote, quand ils avaient fait la série, j'avais passé le casting pour faire Mais non. une reconstitution, tout ça, pour incarner un de ces personnages. Moi, je n'ai pas été pris. Ils ont pris quelqu'un d'autre, mais Grave erreur. c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai vu qu'ils avaient pris. T'aurais j'ai été dit- un super suspect. J'ai dit, il est très bien, il est parfait.
Mais oui, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me plonger dans cette affaire que je connaissais pas du tout, parce que j'étais trop petit, moi, au moment des faits, au début des années 2000. Mais quand j'en ai parlé, en fait, à mes parents, un peu autour de moi, ou à des personnes un peu plus âgées, je disais juste, ouais, je passe un truc pour, je sais pas, une affaire un peu bizarre, l'affaire Doutreau. Ils m'ont dit, ah oui, connu, ouais, hyper connu. Ouais. Mais moi, je m'en souviens, tu dis c'est début 2000 ? Début 2000, ouais. Ouais, j'étais pas Ça vieille. s'est terminé en J'ai encore 2005-2006. des images des journaux télévisés. Et dans une certaine mesure, pour parler d'une autre affaire très connue, elle est aussi choquante, même si ce n'est plus, que celle du petit Grégory. Ah ouais. Et notamment, Parce il y qu'on a... a plus d'infos. On a plus d'infos. Et en plus, il y a un lien qui est assez fort, c'est que les deux affaires qui sont des fiascos total, vraiment. Ils ont le même type de juge, à savoir un juge qui est jeune, qui est sans expérience et qui veut absolument se faire un nom très vite. Et donc du coup, c'est un énorme fiasco qui a duré environ 5 ans. Donc je vais pas en dévoiler beaucoup plus ici pour ceux qui aimeraient un peu découvrir Ça a causé l'affaire. beaucoup de souffrance au-delà du crime originel dénoncé. Ouais. Il y a eu énormément de souffrance et de Justement, pour mauvaises informations. j'en dévoile pas beaucoup plus, mais un petit peu quand même. L'environnement dans lequel vivent ces enfants est horrible. Les parents sont... J'ai pas les mots, franchement. Donc les enfants vivent l'enfer, mais aussi les 13 personnes accusées qui sont jetées en prison et qui proclament leur innocence. Alors après, ces personnes sont-elles innocentes ? Ne sont-elles pas ? Vous verrez dans la série. Mais on voit à travers les interviews à quel point ces gens ont été brisés. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense notamment à Alain Maréco, qui est... Je viens de dire son nom, je viens de me refaire l'image en tête, j'ai des frissons partout parce que vraiment, il était bouleversant. À un moment dans l'épisode 3, il raconte ce qu'il a perdu et on le voit encore s'effondrer en face de nous, on le voit à quel point il est encore brisé. C'est horrible et en même temps, ça montre que... à quel point cette affaire a été horrible pour ces gens-là. C'est un fiasco judiciaire, somme toute passionnant, un scandale médiatique avant même que toutes les chaînes de télé en continu existent. Tout est si faux qu'on se demande à quel point ça peut arriver, à quel point tous ces mensonges, toutes ces décisions judiciaires qui sont toutes absurdes les unes que les autres, les histoires racontées plus grosses les unes que les autres, etc. Et pour fermer la parenthèse sur l'aspect contenu, on va parler juste de... comment c'est fait. Je trouve que la série assume clairement de faire des interviews dans la vie réelle et de reconstitution. Et en fait, ça se traduit à l'image par un voyage fluide de la caméra entre les différents décors qui sont reconstruits directement dans les studios ? Dans des studios de cinéma. Et en fait, tu vois les différents décors et tu vois, il y a des gens... ça se passe comme sur un plateau de ciné, quoi. Donc, on voit les décors, le habillage, maquillage, coiffure, la technique, la régie qui vous accompagne partout, entre les plateaux, etc. Je trouve que, la mise en scène est géniale. Il y a une vraie proposition où tout se croise entre la réalité de ce qui se passe au plateau et la reconstitution du passé. C'est pas juste une série comme on pourrait voir entre crime ou chronique criminelle, si vous voyez un peu ce que c'est. Ça permet peut-être de souffler un petit peu aussi, d'avoir cet Ouais, effet de c'est recul de OK, on vous présente une situation. Voilà, c'est ça. Mais... Et pourtant, quand il y a les gens en face de nous qui sont interviewés, on sent que c'est encore là, alors que l'histoire a plus de 20 ans, quoi. Donc ça a été diffusé, les 2 premiers épisodes ont été diffusés le 17 janvier, donc le mardi dernier, je crois. Les 2 derniers épisodes sortent le 24, mais c'est dispo gratuitement sur la plateforme replay de France Télé. Ça s'appelle L'Affaire Doutreau et c'est dispo jusqu'au 24 mai 2023. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Toto. Waouh. Non, mais vraiment, Cassage c'est d'ambiance, c'est intéressant. mais c'est très intéressant. ça m'a- C'est assez passionnant. Mais ça m'a donné envie d'aller le voir parce que, effectivement, comme toi, Candice, je me souviens très bien Ouais. du trop, du nom. Bah, Mais je ne savais même pas que c'était le nom d'une ville, je pensais que c'était le nom d'une personne, tu vois. Mais vous, en plus, On était pas vieux, hein. vous aviez l'âge... Enfin, Oui. là, vous avez l'âge qu'ont les gamins aujourd'hui. Enfin, vous, Ah oui. Oui, vous c'est la avez même plus ou époque, moins, hein. vous êtes plus ou moins du même âge. Donc Ouais. c'est horrible, vraiment. Non, mais je c'est- sais, Ouais. enfin bon, après, c'est pas le genre de discussion que t'as avec tes parents à cet Non, âge-là, c'est mais sûr. ça passait à la télévision Oui. et moi je voyais bien la réaction de mes parents en se disant, mais c'est Mm. atroce ce qui Ouais. s'est passé. ce Il y truc-là. a ça dans les années 2000 et il y a le 11 septembre 2001 aussi, Ouais. qui, Ah oui. qui pour moi a eu la même réaction, c'est-à-dire que vraiment on savait qu'il se passait quelque chose de très grave, mais on Ouais. était encore trop petit pour Mais je pense que tout le comprendre, monde voilà. se souvient où on... Bien sûr. Oh, évidemment, pour ou trop, on était non, vers mais un je an. m'en souviens Pour, pas. Oui, pour, non, mais pour toi, du t'as trop, raison. non, mais pour 2001, ouais, effectivement. Brieux, Oui. ta reco. Alors, parlons de science-fiction, des choses qui n'existent pas dans la vraie vie. J'ai envie de vous parler d'une série SF, Ok. une série SF qui vient de Prime Video et qui est pour moi une des plus belles séries SF que j'ai vues,
qui est Black vraiment d'une Mirror. qualité exceptionnelle. Alors non, science-fiction, mais space opéra. Ah. J'ai envie de vous parler de The Expanse. Alors, c'est une création de Mark Fergus et de Hawk Oatsby avec en vrac Thomas Jane, Steven Strait ou encore Dominic Tipper, ou Typer, je sais pas comment on dit. Et c'est une série qui parle de notre expansion dans l'espace. C'est-à-dire que la Terre s'est unifiée et on s'est ensuite étendue dans l'espace. On est vraiment dans la science-fiction. Ah ouais, Là, c'est ouais, vraiment vous une vous utopie rendez compte de là où... démarrage. Voilà, c'est vraiment... Pour l'instant, on vit Attends, vraiment dans tu es en une train de dire saucisse. qu'on est tous d'accord? Attends, alors, essayez d'imaginer déjà ça. Mais non, on n'est pas tous d'accord parce que les colons sont allés coloniser Mars, sont allés coloniser une ceinture d'astéroïdes pour avoir des matières premières qu'on n'a plus trop sur Terre. Mais le problème, c'est que on finit par avoir des dissonances, ce qui fait que la République de Mars est devenue indépendante et que la ceinture d'astéroïdes est devenue indépendante aussi. Et on assiste à cette guerre froide entre les trois nations humaines de l'univers, à savoir l'Union terrienne, la République de Mars et donc cette ceinture qui est une sorte de conglomérat de plein de sociétés qui exploitent les astéroïdes, en gros. C'est très réaliste sur certains points, par exemple... les personnes qui sont dans la ceinture d'astéroïdes sont soumises à une gravité beaucoup plus faible que s'ils étaient sur Terre, et ce qui fait que leurs descendants ne sont plus capables d'aller sur Terre parce que leurs os sont trop fragiles et que par conséquent ils sont condamnés. Hyper Pour eux, la intéressant. Terre n'est plus, leur berceau si vous voulez, mais ce n'est plus une Terre hospitalière pour eux et ça ne les intéresse plus. Ils sont vraiment, eux, c'est la station des astéroïdes. Pareil pour Mars, qui elle, étant vraiment dans une guerre froide totale contre la Terre, qui veut terraformer la planète parce que c'est une planète désertique. Dominique Villeneuve nous écoute sûrement en ce moment. Et voilà, et qui sont en guerre froide contre la Terre et qui, par exemple, les soldats martiens s'entraînent eux par contre en 0G, donc en attraction, en gravité terrestre, pour éventuellement peut-être envahir la Terre. On sait pas. En tout cas, c'est comme ça que débute la série. Je vous en dis pas plus. C'est en 6 saisons, dont la dernière est sortie en 2022. Thomas, tu me disais, on demandait en off si au niveau budget, c'était correct. C'est très bien. Vraiment, la série est vraiment, j'allais dire congratulé, félicité. Il y a plein de commentaires dithyrambiques. I'm sorry, Ah, I'm sorry. sorry. Tout mis en anglais, il faut que je traduise à chaque fois, c'est terrible. Mais félicité pour ses effets visuels et a remporté d'ailleurs le prix Hugo, qui est un prix qui récompense. J'ai adoré. Voilà. Je ne vous avais pas dit. J'ai adoré. qui est un prix qui récompense les meilleures œuvres de science-fiction. D'accord. Donc voilà. The Expanse sur Prime Video, c'est super. C'est noté. Et c'est Prime Vidéo en disponible ou en disponible. En location. En disponible. Prime Très bien. Et Hugo alors? Oui. Ta petite reco s'il te plaît. Ma petite reco, moi je vais vous parler d'une chaîne YouTube de musique. Encore de la musique. J'ai parlé de la musique avant, je parle de la musique maintenant. Attention, il n'y a que toi qui parles de musique ici. Oui, écoutez. crois qu'on n'a pas la- Allez écouter les Daft Punk. Voilà. Alors, moi, je voulais vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle NPR. Alors, c'est américain, du coup, on prononce NPR. C'est NPR Music, et plus particulièrement, un type de vidéo qu'ils font sur leur chaîne qui s'appelle le Tiny Desk. En fait, ça se passe dans une entreprise, c'est un plateau qu'ils montent, et c'est comme s'ils étaient derrière un bureau dans un open space, et en fait, ils invitent des artistes à jouer dans ce petit espace, donc ça contraint les artistes à avoir un ou deux instrumentistes ou pour le groupe Snarky Puppy ils étaient 10, mais bon ils se marchaient dessus à peu près, donc c'est dans un tout petit espace, ils font un live d'1 quart d'heure et ils jouent devant le public qui est là, donc c'est les gens de l'entreprise de NPR qui est une radio américaine, et en fait du coup chaque artiste joue 15 minutes de morceaux de leur dernier album, c'est pour faire leur promo, et il y a des groupes incroyables, il y a le Wu-Tang qui est passé, je vous en ai parlé, il y a The Smile, donc avec Johnny Greenwood et Tom York, je sais plus comment s'appelle leur batteur. Oui, je me rappelle plus non plus. Il y a Mac Miller qui est passé, il y a Anderson .Paak, il y a Stromae qui a fait il y a pas longtemps aussi. Qui a fait un live il y a pas longtemps, donc vraiment, je vous le conseille. Il y a des super musiciens, c'est bien de les voir en live et justement de les voir se contraindre à
à jouer dans un petit espace avec des instruments qui diffèrent de ce dont ils jouent d'habitude. Du coup, ça modifie les morceaux. Du coup, on entend les morceaux pas comme d'habitude, en fait. Il y a même Sting et Shaggy qui ont fait leur live parce qu'ils avaient sorti un album commun et ils ont fait un live d'un quart d'heure qui est aussi incroyable. Moi, j'avais pas trop confiance en ce duo-là et je les ai vus justement dans Tiny Desk et en les voyant, je me suis dit, en fait, ça marche super Mais bien. l'album est sorti il y a super longtemps. Ouais, Shaggy. il est sorti Mais il y a est-ce que, 4-5 ans, je crois, un truc comme Est-ce ça. que ça... Alors, je sais que ça ne ressemble pas, mais est-ce que dans le principe, c'est un peu comme ce qu'avait fait Colors à un moment, où ils Alors, invitaient non. des artistes Non, Color, ça va être vraiment une musique où ils D'accord. chantent devant un micro. Oui. Là, c'est une performance live. Ils jouent D'accord. vraiment devant des gens. pendant, ça peut être... Ouais, c'est un une heure. mini-concert. Non, c'est alors. c'est Ah, des c'est un trucs concert, d'un quart d'heure. d'accord. Voilà, Avec- c'est avec des concerts contrainte. d'un quart d'heure, entre un quart d'heure et 20 minutes. D'accord, ok, mais c'est quand même... Bah, il y la a les contrainte, contraintes comme Ouais. ça. La D'accord. contrainte, c'est qu'ils sont dans un petit bureau. Ouais, ouais. Ils ont que cet espace-là. Ok, ok. Ah, Mais c'est si donc tu ça veux, que si veut tu dire veux, c'est comme Tiny si c'était le Desk. concept Voilà, de leur. Tiny C'est juste le concept de la exactement. vidéo, ça Oui, crée voilà, un c'est ça. décor. Ils ont Ouais. leur concept et ils Ouais, c'est déclinent ça. à l'infini Voilà, tous les exactement. artistes. quoi. Ah, Ok, d'accord. Voilà, Ah, c'est cool. c'était Marocco. Bah, c'est trop cool. Et Merci, bah, c'est parfait. Merci, merci. Merci à tous les copains. Bah oui, Merci Grave. Candice. Bah, avec plaisir. Hein. Merci Toujours un Yann. De rien. Merci Toto. avec plaisir. Merci Brieux. Avec une joie immense. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire, Oui, un à petit, mettre un petit des commentaire. petites étoiles, un petit j'aime, en parler autour de vous, ça fait toujours Voilà, plaisir de partagez Voilà, dans nous vos suivre stories. sur Insta. Le Vraiment. référencement, évidemment. Merci Ouais, à n'oubliez tous. pas d'ailleurs, excuse-moi, je Oui. coupe, mais n'oubliez pas d'ailleurs que sur Insta, entre deux sorties de podcasts, vous pouvez retrouver des petites recommandations aussi, sorties cinéma, recommandations du moment par les membres de l'équipe. Et voilà, on reste en Bah oui, contact. il y a plein de trucs qui se Exactement. passent sur Insta, venez nous voir. Venez nous voir, on est bien. On est bien. Et merci Hugo, du coup. Eh bah, merci Oui. beaucoup avec On est plaisir. content, on se dit merci aujourd'hui. Hein. C'était recommandé. Bisous cette fois.